merci pour votre fidélité renouvelée à la télévision Futur Média. Mesdames, Messieurs, les titres de l'actualité de ce mercredi. Perturbations en vue dans l'organisation des examens de fin d'année. Le grand cadre des syndicats d'enseignants exige du gouvernement le paiement d'heures supplémentaires, faute de quoi la structure va boycotter les examens. Le roi Mohamed VI en visite officielle de 72 heures à Dakar dans le cadre de sa tournée africaine. 15 accords de coopération vont être signés entre Dakar et Rabat selon le chef de l'État. Le souverain marocain vient de fouler le tarmac de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. C'est la deuxième visite officielle du roi Mohamed VI sous le magistère du président Sall. 135e appel de Seydina Limamoulaye, l'État s'engage à doter d'infrastructures et d'équipements modernes les localités de Ngor, Yoff, Diamalaye et Cambérène. L'annonce est du ministre de l'Intérieur qui a pris part à la cérémonie officielle de clôture de l'événement. Le dossier du jour s'intéresse à la politique au sein de l'espace universitaire. Une pléthore de mouvements politiques estudiantins notés. Les formations politiques qui financent les activités des étudiants membres sont accusées d'être à l'origine des crises universitaires. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après mars 2013, le roi Mohamed VI est de nouveau à Dakar pour une visite officielle de 72 heures. Pour en parler, nous sommes en ligne avec notre reporter sur place, Pape Faragning. Bonsoir. Bonsoir Ibrahim Khan. Alors, une visite officielle de 72 heures. Le souverain marocain vient juste de fouler le tarmac de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Effectivement, Ibrahim Khan, Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI, donc s'apprête d'une minute à l'autre de quitter l'aéroport Léopold Sédar Senghor avec le président Macky Sall pour un bain de foule, on peut dire, parce que les populations sont là pour donc lui souhaiter une bienvenue. Je vous rappelle, vers 19h25 que l'avion de Sa Majesté a foulé donc le tarmac de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, accueilli par le chef de l'État, le Premier ministre et tout le gouvernement sénégalais. Un accueil chaleureux. Après les deux hymnes, donc l'hôte du Sénégal n'a pas fait une déclaration. On peut dire que 15 accords seront signés selon le président de la République. Dès son retour hier donc d'une rencontre de la CEDEAO, il a été nommé le président. Il a annoncé cela. D'ailleurs, c'est demain 11h30 au Palais de la République que ces accords seront signés entre le Sénégal et le Maroc. Donc vous entendez donc les sirènes. Le président et son hôte vont quitter l'aéroport pour aller au Palais de la République. Ibrahim Khan, comme vous l'avez dit, c'est depuis mars 2013 que le roi Mohamed VI a été au Sénégal. Ibrahim Khan, depuis l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Je vous en parlais, Pape Faragning, pour la TFM. Merci beaucoup, Pape Faragning. Je rappelle qu'après Dakar, le roi Mohamed VI se rendra en Côte d'Ivoire, au Gabon et en Guinée-Bissau dans le cadre de sa tournée africaine. La coopération entre le Sénégal et le Maroc, saluée par les commerçants marocains qui officient à la rue Mohamed V. Ils déplorent toutefois le mutisme de leur ambassade sur la visite de Sa Majesté. Ils n'étaient pas au courant, disent-ils, de ce déplacement officiel. Salimata Aoussek, Adam Gueye et Aïssatou Dia. La rue Mohamed V, très animée en cette matinée. Vendeurs et acheteurs en parfaite harmonie. La venue du roi Mohamed VI, certains Marocains n'étaient même pas au courant. L'ambassade ne nous a même pas informés. Nous l'avons su ce matin. Ce n'est pas normal, mais quand même nous en sommes contents. L'ambassade normalement doit passer nous dire ça, nous dire le roi va venir. On va préparer. On va partir à l'aéroport pour le rencontrer. La visite de leur roi montre qu'il y a une longue histoire d'amour entre le Sénégal et le Maroc. Il y a de grands projets entre le Sénégal et le Maroc. Notre pays peut contribuer à l'émergence prônée par le gouvernement. C'est une bonne coopération depuis Senghor et Hassan II. Des projets et des doléances. Ces Marocains en ont pour une coopération durable et fructueuse. Je veux que les Marocains soient plus présents au Sénégal pour une coopération durable, surtout pour nous les commerçants. Il y a le groupe Doha qui est basé au Sénégal. J'apprécie cela.
Et je veux que beaucoup de projets naissent de cette visite. Mohamed VI entame aujourd'hui une visite de 3 jours. Il présidera des cérémonies de signature d'accords et de lancement de projets de coopération. Salimata Oussek, la visite du roi Mohamed VI au Sénégal, une occasion saisie par les étudiants marocains de l'université Cheikh Anta Diop pour faire part de leurs doléances. Ils souhaitent entre autres l'augmentation de leur bourse mensuelle qui s'élève à 36 000 francs, mais aussi la baisse du billet d'avion Dakar-Casablanca. Maïmouna Ndiaye, Adama Sissé. Elles sont en pleine révision. Oumania et Myriam, 2 étudiantes en 2e année en pharmacie. Ces Marocaines apprécient la venue du roi Mohamed VI en terre sénégalaise. Bienvenue au roi Mohamed VI au Sénégal, Marhaba Malik, Sénégal. Une visite de 3 jours, un panier de doléances. J'aimerais bien que les choses s'améliorent ici, que la fac puisse être un peu plus organisée, qu'on ait des emplois de temps fixés, qu'on sache quand est-ce qu'on aura les examens, qu'on sache quand est-ce qu'on aura les vacances. Des fois, les gens hésitent à rentrer à cause du prix du billet, donc ça serait bien si le prix diminue quand même, parce que ça reste très cher pour un vol qui est à la même distance par exemple que Casablanca-Paris et qui est des fois on le trouve à 100 €, alors que nous on paye des fois jusqu'à 5 000 dirhams, 6 000 dirhams, c'est-à-dire 500-600 €, ça reste quand même cher. Déjà la bourse c'est 36 000 par mois et c'est vraiment pas suffisant pour nous les étudiants ici, ça nous suffit juste pour les taxis, pour le transport. L'absence d'activités culturelles et socio-éducatives au sein de la faculté de médecine est aussi décriée par ses ressortissantes marocaines. On aimerait bien que les Marocains ici, les plus grands, nous on est tout juste en 2e année, les plus grands fassent des activités, des événements, des journées, je ne sais pas, pour s'entraider. La venue du roi Mohamed VI vise à renforcer les accords bilatéraux entre les 2 pays. Après le Sénégal, Sa Majesté se rendra en Côte d'Ivoire, au Gabon et en Guinée-Bissau. À présent, la 135e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. Je vous le disais en titre, l'État s'engage à doter d'infrastructures et d'équipements modernes les localités telles que Ngor, Yoff, Diamelaye et Cambérène. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Mambiram Diouf en direct de Yoff. Mambiram, bonsoir. Bonsoir Ibrahim Khan, bonsoir, merci. Donc la cérémonie officielle de clôture de cet appel qui vient de s'achever, qui a eu la participation outre les fidèles donc d'autorités étatiques, également de responsables politiques, de chefs religieux, coutumiers, notables, ainsi donc prenant la parole dans ce discours, puisque l'édition de cette année est centrée sur la paix à travers les enseignements de Seydina Limamoulaye. Seydina Issa Thiaoulaye, donc fils aîné du Khalif, en a donc profité à travers son discours pour rappeler que le Sénégal est un et indivisible. Ainsi devons-nous donc porter en bandoulière la paix. Oui, également pour l'envoi des Djambars en Arabie Saoudite, a martelé le coordonnateur de l'appel, Seydina Issa Thiaoulaye, pour qui le chef de l'État Macky Sall ne fait que perpétuer une vieille tradition en prenant ses décisions, signe aussi de son engagement et de sa volonté à instaurer partout la paix, ici ou ailleurs. Il a remercié ainsi ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce rendez-vous religieux. Mention spéciale aux autorités qui, à travers les services impliqués, n'ont ménagé aucun effort. Non à la violence, dira le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo, à la tête d'une forte délégation, d'où tout le sens, selon lui, du thème de cette édition, des valeurs que nous devons aux guides religieux du pays. Et Seydina Limamoulaye a ajouté que, donc, Abdoulaye Daouda Diallo de préciser que cela fait que le Sénégal donc reste un pays de paix. Ainsi, il a réaffirmé l'engagement du président à soutenir les foyers religieux et les cités d'Ngor, Yoff, Diamalaye et Cambérène qui seront modernisées. Si l'assainissement, la santé et la sécurité seront renforcées. Enfin, le ministre de l'Intérieur a sollicité des prières pour que la mission annoncée des Djambars en Arabie Saoudite soit une réussite totale. Voilà donc la quintessence de ce qu'on pourrait retenir de cette cérémonie.
Merci beaucoup. Mam Biram Diouf, je rappelle que les rideaux se sont baissés sur la 135e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour la 136e édition. Trêve de discussion sur l'envoi des soldats sénégalais en Arabie Saoudite. Le président Macky Sall clôt le débat. La mission de l'armée en Arabie Saoudite est inéluctable de l'avis du chef de l'État qui déplore la politisation du débat. Le président Sall a fait face à la presse à sa descente d'avion en provenance de la réunion de la CEDEAO tenue à Accra. Adia Tala et Mohamed Dieng. Le président Macky Sall met fin au débat sur l'envoi des soldats en Arabie Saoudite. C'est une décision irrévocable selon le chef de l'État qui met en garde certains qui veulent politiser l'affaire. Je veux que les questions quand même de l'armée nationale ne fassent pas l'objet d'ailleurs de récupération politicienne. Parce que je l'ai déjà dit, la question de l'armée est une question sérieuse. Ce n'est pas une question, un sujet de discussion dans la presse. Ça n'existe dans aucun pays au monde. Celui qui doit décider a décidé. Il faut souhaiter qu'il parte et qu'il revienne dans la paix. Il faut qu'on arrête vraiment ce débat malsain, entretenu à dessein, parce que moi j'aurais voulu d'ailleurs un débat sur le plan économique. Malheureusement, les gens n'osent pas aborder cette question, sauf à envoyer des slogans creux qui ne correspondent à aucune réalité. Non, j'aurais bien voulu un débat sérieux sur ces questions. Mais le débat sur l'armée n'est pas un débat. Le chef suprême des armées a décidé un point, un trait. Le chef suprême des armées rappelle que le Sénégal n'est pas à sa première coopération militaire avec des pays partenaires et celle-ci se poursuivra. Si demain nous devons aller en Arabie Saoudite, encore une fois je lève l'équivoque entretenu. Pour le moment, il ne s'agit pas d'envoyer les Sénégalais au Yémen. Il s'agit de les envoyer à l'intérieur du territoire saoudien lorsque le besoin se fera sentir. Notre armée est connue dans tous les théâtres d'opération au Liban. Ils sont aujourd'hui au Soudan, au Darfour. Donc nous avons une armée professionnelle, sérieuse, respectueuse des droits de l'homme. Si demain un pays ami comme l'Arabie Saoudite ou n'importe quel autre pays nous demander d'intervenir et que nous en avons les capacités, nous le ferons et nous le referons. Le président Macky Sall, actuel président de la CEDEAO, est revenu sur les défis de l'organisation, notamment les crises dans la sous-région. Hadia Talla, le président Sall, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, annonce la création prochaine d'une monnaie unique et de la carte d'identité nationale des pays membres de l'organisation. Le président en exercice de la CEDEAO que nous écoutons. Nous avons aussi des défis, d'importants défis, qui nécessitent une mobilisation permanente des États, comme par exemple la création d'une monnaie unique, commune, qui fait actuellement l'objet de concertation au sein de notre organisation. Avec le démarrage depuis le 1er janvier dernier du tarif extérieur commun de la CEDEAO et la prochaine mise en circulation de la carte d'identité biométrique de la CEDEAO, en plus du passeport déjà en cours. Éducation à présent et nous parlons des menaces qui planent toujours sur l'organisation des examens de fin d'année. Le grand cadre des syndicats d'enseignants, version Mamadou Lamine Dianté, maintient sa volonté de boycotter les épreuves si le gouvernement ne paie pas les heures supplémentaires. Une épine dans le pied du ministre de l'Éducation nationale au lendemain de la révision du calendrier scolaire. Le grand cadre des syndicats d'enseignants faisait face à la presse ce matin. Aminata Mbaré-Sow, Modou Diop. 20 jours seulement après la signature du procès verbal entre le grand cadre des syndicats de l'enseignement et le gouvernement du Sénégal, Mamadou Lamine Dianté et Oumar Wali Zoumarou menacent à nouveau de perturber les examens. La pomme de discorde, le nouveau calendrier des examens. Nous sommes des syndicats d'enseignants. Et c'est pourquoi nous avons peur pour les élèves. Parce que nous n'excluons pas d'aller vers le boycott des examens. Nous n'excluons pas d'aller vers la rétention des notes du second semestre. On va voir s'il va faire le tour du Sénégal pour faire les examens aux élèves. Des menaces de boycott sur les examens de fin d'année, Dianté et Zoumarou posent des conditions pour ne pas en arriver à ce stade. Si on doit aller vers le réaménagement du calendrier scolaire, nous n'allons plus regarder dans le rétroviseur. Les ponctions ont été faites, elles sont faites. Maintenant, on va vers le réaménagement du calendrier scolaire, on nous paye les heures supplémentaires. On nous paye les heures supplémentaires, sans quoi nous n'irons pas vers un réaménagement du calendrier scolaire.
Pour le grand cadre, version Mamadou Lamine Dianté, le nouveau calendrier fixé par le ministère de l'Éducation nationale est truffé d'incohérences et de pièges pour les élèves. À la place, il propose 2 sessions. Autre point abordé lors de ce face-à-face avec la presse, l'évaluation du procès verbal signé le 30 avril 2015 pour Mamadou Lamine Dianté, excepté la validation des années de vacation. Tous les autres points figurant dans le procès verbal n'ont pas encore été concrétisés et à cet effet, il alerte le gouvernement du Sénégal. Mamadou Lamine Dianté au micro d'Aminata Mbaré Sow. Aujourd'hui, nous avons copie de ce décret qui a été signé le 11 mai 2015 sous le numéro 2015-583 qui rend effective la validation pour ces camarades-là. Et la prise en charge financière de l'alignement au grade a été également une assurance de M. le ministre du Budget que les 5 milliards relatifs à cet alignement seront pris en charge dans le budget de 2015. Dès lors, il reste à Madame le ministre de la fonction publique de jouer sa partition. Et on n'acceptera pas qu'il y ait des lenteurs administratives dans la délivrance des actes de validation pour les fonctionnaires. En dehors de ça, toutes les autres questions n'ont pas encore fait l'objet de matérialisation conformément aux délais qui ont été inscrits. S'agissant de la crise qui mine le grand cadre des syndicats d'enseignants, Oumar Wali Zoumarou se veut clair. De son avis, c'est lui et Mamadou Lamine Dianté qui ont la légitimité. Il indique par ailleurs que Abdou Fati et ses camarades ont violé les textes et n'ont pas respecté la procédure, dit-il. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, si certains se sont offusqués du fait que nous ayons refusé de prononcer la suspension et vont jusqu'à dire que nous ne sommes plus les coordonnateurs, le coordonnateur et le vice-coordonnateur, je crois qu'à ce niveau, c'est eux qui sont fourvoyés et eux qui ont en fait foulé aux pieds les textes qui régissent notre cadre. Aujourd'hui, si l'organisation a une position qui dérange, c'est l'organisation qui doit être exclue. Mais crier sous tous les toits, Dianté et Zoumarou sont exclus, quelque part il y avait une volonté de récupérer la place de ces deux-là. Et c'est regrettable. À Ziguinchor, malgré le mouvement d'humeur à l'université Hassan Sek, 4000 étudiants vont se contenter d'une session unique. Les étudiants auront beau protester, mais ainsi en a décidé l'administration universitaire. Pour rappel, les étudiants entendaient marcher de Ziguinchor vers Dakar pour s'insurger contre cette décision, mais la marche n'a pu se tenir finalement. Boubacar Diassi. Leur grève dure depuis le 23 mars dernier. Ces étudiants disent qu'ils n'en peuvent plus et décident d'arpenter 450 km pour rencontrer le président Macky Sall. Une fois à Bignona, l'imam Ratib les reçoit et leur offre sa médiation. Il s'agit de déléguer, de faire une délégation de 7 à 10 personnes qui vont rejoindre Dakar. Ces étudiants ne trouvent pas de terrain d'entente avec l'imam Ratib de Bignona et ils décident de poursuivre leur chemin. Le gouverneur Saho ordonne aux gendarmes de les stopper à Bignona. J'ai ordonné qu'on les stoppe là-bas et leur dise que j'ai besoin d'eux. Des interpellations s'ensuivent. La gendarmerie nationale nous a interdit de continuer la marche. Ils ont récupéré 6 de nos camarades qu'ils ont mis dans le véhicule. Dans le même temps, un collectif d'étudiants se forme à l'université et demande qu'ils regagnent les amphis. Il faudra qu'on essaie de sauver ce qui reste de la mer, mener la lutte tout en continuant les études parce que notre objectif principal c'est les études. À la demande du gouverneur Saho, les marcheurs rebroussent chemin, les interpellés sont libérés. Mais en tous les cas, ils ont atteint le point de non-retour car la session unique s'impose à eux. La chance qu'ils ont, qui leur reste, c'est la chance de faire un seul examen, c'est-à-dire une session unique. Et qu'ils ne devraient pas pousser trop loin pour ne pas perdre une année. Au moins 4000 étudiants de 15 nationalités sont concernés par cette session unique. À présent, nous parlons de la lutte contre la drogue. 16 sacs de chanvre indien, des graines de semences, entre autres, saisis et 2 suspects mis aux arrêts. C'est le résultat d'une opération menée à Kolda. Celle-ci a été dirigée par une patrouille d'un détachement de la zone militaire numéro 5 à Kolda. La correspondance d'Abdoulaye Diallo. Une patrouille d'un détachement de la zone militaire numéro 6 de Kolda a mis la main sur une importante quantité de chanvre indien. Ces sacs remplis de drogue, soit une quantité de près de 200 kg et des graines de semences de yamba, ont été saisis près de la frontière Sénégal-Gambie par les hommes du colonel Koïta, chef du 26e bataillon de reconnaissance et d'appui de Kolda. Nous avons pu quand même prendre des suspects
et surtout saisir une grande quantité de chanvre indien. On a eu 2 suspects, l'un en moto et l'autre en vélo. Et sur l'un, on avait trouvé du chanvre même, et l'autre, il revenait de l'endroit où ils ont caché le chanvre, et on l'a fouillé là-bas, on a trouvé la quantité de chanvre. L'un est guinéen, l'autre est sénégalais, mais il y a quand même 16 sacs contenant du chanvre indien. Cette opération entre dans le cadre de la vocation régalienne des forces de sécurité de rassurer les populations, a dit le colonel Mamadou Gueye, commandant de la zone militaire numéro 6 de Kolda. Effectivement, ça c'est des opérations régulières que nous organisons, soit en autonomie, soit en liaison avec les autres forces de défense et de sécurité, notamment avec les eaux et forêts. Et conformément aux instructions du président de la République à l'occasion du Conseil interministériel de sécurité, des instructions fermes ont été données aux forces de défense pour traquer et dissuader ces malfaiteurs. Tous deux assurent qu'ils vont continuer à mener ce type d'opération afin d'obliger les malfaiteurs à rebrousser chemin. Le regroupement des transports de proximité, communément appelé les horaires, ne compte pas rejoindre la gare routière des Beaux-Maraîchers. Leur secrétaire général, Kaomor Dianté, l'a fait savoir à l'occasion du rassemblement national organisé ce mercredi au CICES. Le secrétaire général de la structure dénonce le manque de concertation sur les réformes du transport. Pierre Goudiaby Atepa promet 300 voire 500 bus en guise de soutien à ces transporteurs. Kodendiaï Modou Diop. Le rassemblement des transports de proximité a tenu une rencontre nationale, une occasion saisie par son secrétaire général Kaomor Dianté pour revenir sur l'importance des horaires dans le secteur du transport. Aujourd'hui, tout le monde sait que tous les Sénégalais habitant la profondeur, je ne dis pas seulement les Dakarois, même les Dakarois qui ont des parents à l'intérieur du pays, au moins ces horaires-là ont une importance pour eux. Ces horaires ont aidé à désenclaver, au moins à régler certaines situations difficiles, surtout dans une zone comme la Casamance. Kaomor Dianté a par ailleurs fustigé le manque de dialogue initié dans le secteur du transport. On accepte pour toute réforme, il faut au moins des mesures d'accompagnement. S'ils ont des idées pareilles, qu'ils associent les principaux acteurs de ces horaires-là, on n'est pas contre la réforme. On ne sommes pas contre les beaux marchés. Ça, il faut que ce soit clair. L'intention première de ceux qui gèrent ces beaux marchés, c'est de centraliser, c'est de phagocyter tout le système de transport en les concentrant à l'intérieur des beaux marchés pour une capitale de 5 millions d'habitants. Venu apporter son soutien à ces transporteurs, Pierre Goudiaby Atepa promet de mettre à leur disposition 300 à 500 bus après discussion avec le ministre en charge des Transports. Quand j'ai eu le ministre, comme je l'ai dit tout à l'heure, il m'a dit qu'au fond, il n'y a pas de problème. Il y a un manque, un déficit de communication. Et je lui ai dit que s'il en avait convenance, nous étions prêts à faire des propositions pour leur donner 300, 500 bus et surtout voir comment organiser des gares routières modernes. La manifestation a aussi enregistré la présence de fortes personnalités telles que le roi d'Oussouye, mais aussi le représentant du Grand Serigne de Dakar, entre autres. Kodendiaï, le secteur de la construction fait face à de nombreuses difficultés, non-respect des normes de construction, absence d'architectes et de bureaux de contrôle. À noter également l'absence d'issues de secours dans beaucoup d'immeubles de la place, un danger en cas de problème tel qu'un incendie dans ces immeubles. Dissa Prera et Adama Gueye. Des immeubles qui s'effondrent comme des châteaux de cartes avec leur lot de victimes, un état de fait récurrent à Dakar. Construire une maison ou un immeuble sans l'intervention d'architectes ou de bureaux de contrôle, une négligence pour bon nombre de propriétaires. Vous vous inscrivez dans le général, on peut toujours dire qu'on ne respecte pas les normes de construction dans le général. Mais ce qui est important, il faut situer en fait la part de l'intervention professionnelle dans le respect de ces normes de construction. Mais quand vous construisez un immeuble, donc vous prévoyez de faire R+4. Déjà par rapport à la réglementation, on vous dit, quand vous dépassez le 4e étage, vous êtes obligé de mettre un ascenseur. Vérifiez, beaucoup de constructions au Sénégal ne respectent pas déjà cette norme. Ensuite, quand vous vous apprêtez à construire un immeuble, vous êtes obligé de prendre des attaches d'un architecte. Quand on demande au contrôleur technique, par exemple, de vérifier l'étude de béton armé, c'est pour voir si effectivement le dosage ou toutes les normes ont été respectées pour la future construction. Ça n'a rien à voir avec les missions qui doivent être prises en compte pour le déroulement et du moins la bonne conception de l'œuvre. Autre manquement constaté dans la construction des immeubles reste l'absence de portes de secours pour beaucoup de bâtiments.
Pourtant, la norme exige que tout bâtiment d'une hauteur de plus de 4 étages doit obligatoirement avoir une issue de secours. C'est un autre aspect de la réglementation sécuritaire. Aujourd'hui, dans tous les projets que vous avez, les immeubles, on exige des issues de secours. Et je vous dis, c'est un choix que l'architecte fait systématiquement de respecter la norme exigible. Quand on est dans un bâtiment R+2 ou bien R+4, c'est vrai que si on a à respecter, on doit respecter en fait la norme de sécurité d'issue de secours. Si vous le mettez dans le projet, ça va passer. Mais malheureusement, dans certains cas, vous verrez que des gens peut-être ne le respectent pas. Mais pour les professionnels du BTP, le plus grand problème réside dans l'application du code de construction, un code révisé en 2009. Son application théorique et pratique reste le meilleur gage de sécurité dans le bâtiment. Lutte contre le paludisme, bientôt la campagne sur l'aspersion intradomiciliaire. Le programme national de lutte contre le paludisme a choisi le 22 mai pour le démarrage officiel de cette intervention qui participe à la réduction de la densité et de la longévité des moustiques. 4 localités du Sénégal sont concernées par ce programme en 2015. Fatih et Mohamed Dieng. La campagne sur l'aspersion intradomiciliaire lancée, Koumpentoum, Koungheul, Malam Odar et Nioro à l'honneur. Au total, 36 postes de santé choisis. La particularité de cette édition, c'est que nous sommes maintenant beaucoup plus ciblés dans nos interventions. Cela suite à une recommandation qui a été faite lors de l'élaboration de notre cadre stratégique 2014-2018. Cela nous a permis d'identifier les points chauds dans les districts où nous intervenons. Cette intervention vise à réduire la densité et la longévité des moustiques ainsi que la transmission du paludisme. L'autre objectif pour cette édition, c'est de rationaliser encore davantage les ressources pour modéliser cette intervention afin que le pays puisse se l'approprier et pouvoir la mettre en œuvre avec moins de ressources que les ressources que nous utilisons. Entre 2012 et 2014, près de 2 500 000 personnes ont été protégées grâce à l'AID. Pour cette édition, des mesures d'accompagnement sont annoncées. Pour ce qui est de l'édition 2014, nous avons en termes d'objectifs atteint tous nos objectifs puisque nous avons pu couvrir plus de 98% des populations dans les districts où nous avions fait cette intervention. Et en termes de maisons aspergées, nous avons pu asperger les habitations à hauteur de 99%. Le PNLP compte sur la collaboration des relais communautaires pour réussir sa campagne qui s'étend sur une durée de 20 jours opérationnelle. À présent, l'actualité internationale marquée essentiellement ce soir par les pourparlers en vue sur le Yémen, l'annulation de la peine de mort requise contre une adolescente nigériane de 15 ans, l'exécution des 2 principaux chefs d'AQMI et d'Ansardine au Sahel. Mais avant cela, nous parlons de la nouvelle configuration politique béninoise qui fait suite aux dernières législatives. Daniel Diouf nous fait le point. Adrien Oumbedji devient le nouveau président de l'Assemblée nationale du Bénin, élu avec 42 voix sur 83. Une élection très serrée, juste une voix de plus que le candidat de la mouvance présidentielle. Le bureau de l'Assemblée nationale est désormais dominé par les leaders de l'opposition. La mouvance présidentielle n'a plus que 33 sièges sur les 83 que compte l'institution. Avec cette majorité au sein du bureau politique et le recul de la mouvance présidentielle, toute discussion est exclue autour d'une éventuelle révision de la Constitution telle que souhaitée par le président Yahi Boni. 2 des principaux chefs djihadistes au Sahel tués dans le nord du Mali dans la nuit de lundi à mardi par les forces spéciales françaises. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le ministère français de la Défense. Les 2 hommes sont parmi les principaux chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI et d'Ansardine, 2 groupes responsables de nombreuses attaques terroristes contre les forces internationales. Ils sont aussi auteurs d'exactions répétées à l'encontre des populations maliennes, précise le ministère français de la Défense dans un communiqué. Elle a 15 ans, accusée d'avoir empoisonné son mari de plus de 20 ans, son aîné.
La peine de mort était requise à son encontre, mais le procureur a demandé et obtenu de la haute cour de Gezawa, en périphérie de Kano, c'est au nord du Nigeria, de classer l'affaire et donc de mettre un terme aux poursuites judiciaires contre l'accusée qui avait 14 ans quand elle a épousé la victime. Enfin, des pourparlers de paix sur le conflit qui secoue le Yémen devraient débuter le 28 mai prochain à Genève. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi un porte-parole de l'Organisation des Nations Unies. La réunion doit permettre de restaurer la dynamique d'un processus de transition politique sous l'égide des Yéménites, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Dans l'actualité sportive, l'ONCAV compte lutter contre le chômage des jeunes. Cette structure sportive bénéficie de plusieurs hectares de terre pour inciter les jeunes à s'investir dans l'agriculture. Les délégués de l'ONCAV sont en tournée à Thiès dans le cadre du démarrage des activités de l'université d'été des Navétanes. Ils veulent accompagner l'État du Sénégal dans ses projets de développement. Cheikh Anta Diop, Seylatir. Les délégués départementaux de l'ONCAV étaient en conclave à Thiès. Durant 3 jours, ils ont discuté, planifié, mettre en œuvre des stratégies pour accompagner l'État dans ses différents programmes de développement. Le ministre des Sports a présidé cette 2e édition de l'université d'été du Navétane. Nous avons assisté à une grande intervention du directeur général de l'agence de la couverture maladie universelle, pour que nos amis de l'ONCAV qui sont partout au Sénégal puissent porter cette grande décision du président de la République pour prendre en charge les questions de santé des populations, surtout les plus démunies. Cela va de soi que le directeur général qui est du mouvement Navétane, qui a compris qu'en passant par l'ONCAV, tout le Sénégal peut être informé. Le président de l'ONCAV, Amadou Kane, considère la structure qu'il dirige comme un symbole important de la population. Nos démembrements sont membres de tous les comités santé du pays. Nos ASC sont membres de tous les comités de gestion des écoles du pays. Dans les églises, dans les écoles, c'est les responsables du Navétane que nous trouvons. Mais au-delà de cela aussi, il y a certains non-démembrements qui ont des projets socio-économiques. La première inondation que le Sénégal a eu à vivre, nos ASC étaient sur les lieux pour aider les populations. Réalité nouvelle, situation nouvelle, aspiration nouvelle. Le mouvement Navétane veut investir le champ de l'émergence. Amadou Kane et ses collègues entendent jouer pleinement leur partition dans le processus de lutte contre le chômage des jeunes. À présent, le dossier du jour, il s'intéresse à l'engagement politique au sein de l'espace universitaire. Un engagement qui date de longtemps avec la prolifération de mouvements politiques estudiantins qui sont des structures des partis politiques, des formations qui financent souvent les activités des étudiants membres et qui sont souvent accusés d'être à l'origine des crises universitaires. Faut rétorquer les dirigeants de ces mouvements. Ils soutiennent que leur engagement est sous-tendu par des convictions. Chérif Dia et Adama Gueye. La prolifération des partis politiques au Sénégal s'étend jusqu'à l'université. Ici, l'immense majorité de ces formations politiques sont représentées à travers les mouvements des élèves et étudiants. Dire que l'engagement politique des étudiants n'est pas nouveau. C'est toujours dans une dynamique de conscientisation, de sensibilisation par rapport à nos propres militants, avant vraiment maintenant d'aller directement dans une dynamique de communication et de marketing politique qui sous-tend bien sûr des actions très fortes. Souvent quand on est en année électorale ou bien en année pré-électorale, on sent que vraiment les étudiants se manifestent et chacun manifeste son appartenance à tel ou tel mouvement politique. Les dirigeants de ces mouvements politiques estudiantins expliquent leur engagement politique par conviction et non pas pour des soucis d'argent. Nous faisons de la politique par conviction. Nous sommes aujourd'hui dans le Parti démocratique sénégalais parce que tout simplement nous sommes convaincus du libéralisme, mais également nous sommes convaincus de notre leader, de notre frère secrétaire général national. Des étudiants qui ne militent dans aucun parti politique ne trouvent pas d'inconvénient dans cet engagement de leurs camarades en politique. Ça amène une concurrence au niveau du campus, que chacun essaye de faire quelque chose pour satisfaire
l'intérêt commun de tous les étudiants. C'est un rassemblement qu'on nomme rassemblement des étudiants, des partis politiques et de la société civile pour voir d'une autre manière la politique qu'on fait à l'université, mais aussi la politique qu'on fait au niveau national. Pourtant, des querelles de positionnement ont souvent miné ces mouvements politiques estudiantins financés par les partis politiques. Des partis soupçonnés de les manipuler pour installer la crise à l'université. Quand on se bat, c'est pour la cause estudiantine. Et nous, en tout cas, dans notre formation politique, toujours on le dit, nous ne voulons pas quand même politiser certaines situations au niveau du campus social. Les partis politiques qui sont les principaux bailleurs de leur mouvement, c'est-à-dire politique. Nous qui sommes de l'opposition, nous sommes victimes de certaines violences venant de l'État. Actuellement, notre secrétaire général, Victor Sadio Diouf, a été illégalement arrêté en prison. L'université, un espace à conquérir par les partis politiques du fait de ces dizaines de milliers de potentiels électeurs, les dirigeants des mouvements politiques estudiantins s'attendent à des récompenses si leur formation politique accède au pouvoir. Le dossier politique du jour met un terme à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le bulletin de 0 heure. Mais avant cela, nous retrouvons Chérif Diop pour la suite de Permanence. Merci beaucoup Ibrahima Kane. Bonsoir chers téléspectateurs. Dans un instant, l'invité du 20h, Alioune Badara Fall, professeur agrégé de droit à Bordeaux et l'invité de Ibrahima Kane. Restez avec nous, à tout à l'heure.